Good morning, Nigerian 2120. Cleared for takeoff, 3-4 left. What's that? Un bruit mystérieux. Dès que cet avion a décollé, You got 4 low pressure lines. leur chance de survie était à peu près nulle. The air brake thing just broke. Smoke. Ils étaient convaincus d'avoir un problème hydraulique. You've lost all hydraulics. Une série de défaillances. We're declaring an emergency. We are having flight control problems. Roger, I thought you were... Southeast 738. Et tout à coup, ils étaient aux prises avec un incendie. There's smoke in the back, real bad. Un immense brasier. C'était une torche, littéralement. C'était infernal dans la cabine. Des corps se sont mis à tomber dans le vide. There it is, 2 miles out! Christ, I have no control! En sortant le train d'atterrissage, ils ne savaient pas ce que ça provoquerait. 261 personnes Landing gear down! au bord du désastre. Mayday. La Mecque, en Arabie saoudite. Le lieu de naissance du prophète Mahomet. La capitale religieuse de l'islam. Tous les musulmans ont le devoir sacré de s'y rendre au moins une fois dans leur vie. Le Hajj est le plus important pèlerinage du monde. Cette semaine, plus d'1,5 million de personnes participeront à ce rituel. À 80 km de la Mecque, l'un des plus gros aéroports de la planète accueille les pèlerins qui arrivent en avion pour visiter le lieu sacré. À l'aéroport de Jeddah, une aérogare a été construite exclusivement pour le Hajj annuel. Elle peut recevoir 80 000 passagers à la fois. Aujourd'hui, dans la chaleur insoutenable du désert, le vol 2120 de Nigeria Airways se prépare à ramener des pèlerins au bercail. Aux yeux de la plupart des Occidentaux, un vol pour le Hajj paraîtrait surréaliste. Ce sont des pèlerins très pauvres venant de villages du Nigeria. La majorité d'entre eux n'ont jamais pris l'avion. Le fossé culturel est immense. On m'a déjà raconté que des passagers avaient tenté d'allumer leur barbecue à bord pour faire cuire leur repas, en ne sachant pas que c'était interdit, bien sûr. 247 passagers sont à bord d'un DC-8 qui traversera l'Afrique vers l'ouest pour gagner Sokoto au Nigeria. Il s'agit d'un vol nolisé exploité par la compagnie canadienne Nationair. Le DC-8 était le principal avion de la flotte de Nationair. Il était fiable et solide. Il convenait très bien à nos activités à travers le monde. Nationair était une petite compagnie aérienne en démarrage un peu brouillonne établie à Montréal. Elle a commencé par offrir des destinations soleil aux vacanciers pendant l'hiver et elle a connu une croissance extrêmement rapide. Ensuite, elle a développé un marché peu commun de vols nolisés à l'étranger et c'est ce qui l'a menée à Jeddah en Arabie saoudite. En s'aventurant dans ce marché non conventionnel auquel les autres compagnies aériennes ne daignent pas s'intéresser, Nationair parvient à s'imposer comme un sérieux concurrent. Sir, you have to take your seat, please. Le commandant William Allen est un ancien pilote de l'aviation canadienne. Il compte plus de 20 ans d'expérience de vol. C'est le copilote Kent Davidge qui sera aux commandes aujourd'hui lors du décollage du vol 2120 de Jeddah. Let's close her up and get out of here. Starting 4. You've got number 4 way up here. Okay, starting 1.
Victor Fair I'll turn on the aircon. est le mécanicien de bord aujourd'hui. Deux autres employés de Nationair sont à bord de l'avion. Le mécanicien chef d'équipe, Jean-Paul Philippe, et le chef de projet, Aldo Tetamanti. Monsieur Tetamanti avait été envoyé à Jeddah par notre division de la planification pour offrir un soutien logistique et administratif. Le vol 2120 doit parcourir 5 km au sol sur la longue piste avant d'atteindre sa position de décollage. Flight controls. Check. It's a long way around. Yep. Good morning, Nigerian 2120, cleared for takeoff. 3-4 left. La température a déjà atteint 30 degrés à 8h26. Runway's clear. All engines. Okay, you have control. I have control. Stable. Brakes released. Set max thrust. Max thrust. Davidge propulse le DC-8 sur la piste. Au début de la course au décollage, ils ont entendu un gros bruit dans le poste de pilotage. Le mécanicien de bord a dit What's that? Les instruments ne rapportent pourtant aucun problème. ils ont maintenu leur accélération. 80 knots. 90 knots now. 90 knots, check. Sort of a shimmy. Like if you're riding on one of those thingamajigs. Une fois la vitesse V1 atteinte, les pilotes ne peuvent plus interrompre le décollage. Rotate. Positive rate. Gear up. Nigerian 2120 Airborne 29. Le vol 2120 atteint une altitude de 450 mètres. Une minute et demie s'est écoulée depuis le décollage. You've got 4 low pressure lights. What have we got? You've got 4 low pressure lights. Yeah. We might be losing pressurization. Pressurization is uncontrolled. Les instruments indiquent que l'avion n'est plus suffisamment pressurisé. Mais dans la cabine, rien n'y paraît. Level off. Okay. Nationair 2120, we'd like to just level off at 2,000 feet, if that's okay. We're having a slight pressurization problem. Dans la tour, le contrôleur est débordé. Une étrange coïncidence crée un imbroglio. Un autre avion rapporte exactement le même problème. Le contrôleur croyait avoir affaire à un seul avion avec un problème de mise sous pression. Mais en fait, deux avions éprouvaient les mêmes ennuis en même temps. I'd just like to level off at 2,000 feet. Got a spoiler light. Les déporteurs réduisent la portance de l'avion pendant l'atterrissage. Comme les pilotes ne les ont pas déployés, le voyant témoigne d'une autre défaillance. You're on safe flight. You could descend. To 3000 feet. Le contrôleur est convaincu qu'il s'adresse à l'autre avion en difficulté, un appareil de Saudi Arabian Airlines. Flying, heading 160. L'avion de Nationair vole à une altitude de 730 mètres. Descendre à 900 mètres est illogique. La situation était tellement embrouillée entre la tour et ces deux avions que ça ne faisait qu'aggraver le problème. Le commandant Allen croit que le contrôleur lui demande de prendre de l'altitude.
Heading 130, and understand, you want us up to 3,000 feet. That's affirmative. Fly. Heading 160. Heading 160. We're losing hydraulics here. La défaillance du circuit hydraulique a des répercussions considérables sur le pilotage de l'avion. Okay, 160, and we're losing our hydraulics, sir. Dans ce cas, il faut revenir aux commandes manuelles. C'était déjà difficile avec l'assistance hydraulique, mais ça le devenait encore plus avec les commandes manuelles. We're gonna need to come back to Jeddah to land. Le vol 2120 se trouve à 13 km de l'aéroport, mais il vole en direction opposée. Roger, understand you are going to land in Jeddah? Pour revenir sur la terre ferme, les pilotes devront effectuer un large virage à gauche qui les éloignera davantage de l'aéroport avant de survoler la ville à nouveau pour finalement s'aligner dans l'axe de la piste. Les premiers signes inquiétants se manifestent dans la cabine. Smoke. I smell smoke. Where? Back there. I'll take a look. Le mécanicien de Nationair s'apprête à percer l'effrayant mystère des multiples défaillances du vol 2120. L'agitation règne dans le poste de pilotage. Et les pilotes ignorent encore qu'il y a de la fumée dans la cabine. Ils en avaient plein les bras avec toutes ces alarmes qui sonnaient pour indiquer des défaillances. Mais le mécanicien Jean-Paul Philippe se rend compte de la gravité de la situation. Un incendie à bord pourrait consumer l'avion en quelques secondes. The air brake thing just broke. We got a flap slot light. Moins de 3 minutes après le décollage, l'inquiétude gagne les passagers. Okay, sir, we have a problem. We're leveling here right at the moment. Level off right now. Right now, level off! We're level 3. Le contrôleur croit encore s'adresser au pilote d'un autre avion. Yeah, I will give you further instructions. Descend right now. 3,000 feet. L'aéroport de Jeddah se trouve maintenant à 20 km. Une épaisse fumée envahit l'arrière de la cabine. Les passagers se précipitent vers l'avant pour tenter de respirer. Okay, leveling at 3,000 feet, and if you could give us a heading back toward the runway. We're declaring an emergency. We'll advise you of the problem. We're declaring an emergency at this time. Roger, confirm you would like to be runway 16. No, 34 would be better. We're gonna need time to get ready for the landing. En plus de l'imbroglio entre les deux avions et la tour, les pilotes ne savaient pas encore que de la fumée se répandait dans la cabine des passagers. There's smoke in the back. Real bad. Yeah, we're heading back. We've got a hydraulic problem, okay? C'est seulement à ce moment-là que le pilote a appris ce qui se passait à l'arrière. Should I tell the passengers? Yeah, just tell them we'll be returning to Jeddah. Ils étaient convaincus d'avoir un problème hydraulique. Et tout à coup, ils étaient aux prises avec un incendie qui se propageait à l'arrière de l'avion. La situation a dégénéré à une vitesse folle. Okay, let's get squared away and see what we've got here, please. Dans la cabine, les passagers suffoquent. Et Jeddah est encore à 19 km. You've lost all hydraulics. Les chances d'atteindre l'aéroport sont de plus en plus minces. Damn it! I've got no ailerons! David ne peut manœuvrer l'avion sans le circuit hydraulique. Okay, hang on, I've got it. Le commandant tente de contrôler son manche, mais il peut céder à tout moment. Let's get lined up before things get any worse. Okay, so we're at 2,000 feet now. Declaring an emergency. We are having flight control problems. Roger, I thought you were Southeast 738. Le contrôleur se rend enfin compte que l'avion en détresse est celui de Nationair. Turn left right now.
Heading 080, expect runway 34 left. C'était infernal dans la cabine. Les passagers étaient dévorés par les flammes. Et des corps se sont mis à tomber dans le vide. L'avion survole maintenant Jeddah, une ville de 2 millions d'habitants. Les corps tombaient de l'avion à 17 km de l'aéroport. Okay, sir, we're having trouble turning. We are having flight control problems. People try to turn left. We are having flight control problems. Dans les circonstances, il devenait extrêmement difficile de procéder à l'approche en vue de l'atterrissage. How much further? 10 miles. 1,700 feet. Les passagers ne peuvent plus respirer. Ils tentent d'ouvrir les portes, mais à cette vitesse, c'est peine perdue. Jeddah 2120, clear to land, runway 34 left. Okay, we're coming straight in. We'll land on the left. Require emergency vehicles immediately. We have a fire. We will be ground evacuating. Jeddah 2120, clear to land, any runway, clear to land. There it is, it's 2 miles out! All right. Let's get on the ground. I've lost elevators. Christ, I have no control! Landing gear down. Saudi Air 738, Nigeria Airlines is down, just short of runway 34 center. La violente explosion et l'impact avec le sol ont littéralement pulvérisé le vol 2120. A trail of blackened debris stained the desert half a mile short of Jeddah's main airport. Little was left of the DC-8. Such was the force of the impact. Les 247 passagers et 14 membres d'équipage perdent la vie. Jamais un accident d'une compagnie aérienne canadienne n'avait fait autant de victimes. Et il s'agit de l'écrasement le plus meurtrier de l'histoire des DC-8. Le lendemain de l'écrasement du vol 2120 de Nationair, une équipe d'enquêteurs canadiens arrive à Jeddah pour participer à l'enquête officielle saoudienne. Ils doivent expliquer pourquoi un DC-8 en route vers le Nigeria Nigerian 2120, airborne 29. a été complètement anéanti à peine 10 minutes après son décollage. On nous a dit qu'un incendie s'était déclaré à bord, mais rien de plus, hormis le fait que les 261 occupants de l'avion avaient péri dans l'accident. William Taylor est expert technique au Bureau de la sécurité des transports du Canada, le BST. En arrivant sur les lieux, j'étais stupéfait de constater l'ampleur des dégâts et la violence de la désintégration de l'appareil. Habituellement, on parvient à reconnaître les pièces maîtresses, mais dans ce cas-ci, rien ne laissait croire qu'il s'agissait d'un avion. C'était essentiel pour nous de comprendre ce qui s'était passé le plus rapidement possible, parce qu'on transportait des millions de voyageurs à travers le monde. Il fallait absolument savoir si on avait un problème avec nos opérations, avec nos équipements ou avec nos appareils. Ça nous touche de savoir que 247 passagers et 14 membres d'équipage sont morts. On y pense. Et un énorme DC-8 en 1000 morceaux sous nos yeux, complètement brûlés, c'est troublant. J'étais responsable de l'inspection des lieux. Il fallait identifier les pièces principales de l'épave et trouver la source de l'incendie en vol. En observant la dispersion des débris, les enquêteurs ont une idée de ce qui est arrivé au DC-8 au moment de l'impact. Le carburant a jailli en V et le feu a pris instantanément.
De toute évidence, quand l'avion a fait un piqué et qu'il a heurté violemment le sol, les réservoirs de carburant ont explosé. Le corps de l'épave s'étend sur 400 mètres de long par 200 mètres de large dans le désert. Un corps a été retrouvé à 17 km du lieu de l'écrasement. On peut donc dire que les débris des corps sont tombés de l'avion sur une vingtaine de kilomètres. On a retrouvé des rangées entières de sièges fondus et calcinés. Des passagers étaient encore assis quand elles sont tombées du ciel. Tout le monde était... Les corps étaient en très mauvais état, disons-le comme ça. La question fondamentale pour les enquêteurs demeure celle de l'origine de l'incendie. Mais comme les pièces de l'avion sont complètement calcinées, il sera difficile de reconstituer l'évolution du feu. Ils doivent faire la distinction entre les pièces qui ont brûlé en vol et celles qui ont pris feu au sol. Habituellement, les dommages causés par un incendie en vol sont beaucoup plus graves en raison de la chaleur extrême produite par l'écoulement d'air, qui provoque un effet de torche. Le métal chauffe au point de se liquéfier, ou presque. Tandis que dans le cas d'un incendie après impact, le métal fondu forme une couche plus régulière. L'épave de l'avant de l'avion a été davantage épargnée par les flammes. Les restes de la section centrale sont complètement calcinés, ce qui laisse croire que l'incendie a pris naissance dans le fuselage central de l'avion. Le réservoir à carburant du centre a pris en feu. L'une de ses parois a été transpercée par les flammes. On a constaté que la queue de l'avion était recouverte d'aluminium fondu. L'écoulement d'air a projeté des parties fondues de l'avion vers l'arrière. Il ne fait aucun doute que le feu était suffisamment intense pour faire fondre le fuselage avant l'écrasement. Mais l'origine de l'incendie demeure un mystère. Let's get all these pieces back to the hangar. Les autorités saoudiennes fournissent un hangar aux enquêteurs qui pourront y examiner l'épave en détail. L'enquêteur désigné au dossier est Ron Coleman, du Bureau de la sécurité des transports du Canada. On savait que des parties de l'avion avaient fondu et que des parties de la cabine avaient brûlé sous les passagers. L'aluminium fond à une température d'environ 1100 degrés Celsius. C'était une torche, littéralement. Les enquêteurs n'en sont encore arrivés à aucune conclusion sur la cause de l'écrasement. Mais Nationaire avance sa propre explication. Nationaire a rapidement prétendu qu'un corps étranger, un morceau de métal, se trouvait sur la piste de Jeddah. La compagnie aérienne fait cette déclaration après avoir appris que des débris de pneus crevés jonchaient la piste. Les autorités aéroportuaires saoudiennes ont réfuté cette allégation en disant qu'aucun corps étranger ne se trouvait sur la piste avant ou après l'écrasement. Les enquêteurs canadiens envisagent maintenant deux hypothèses contradictoires, mais tout aussi troublantes. Soit Nationaire saute trop rapidement aux conclusions pour expliquer l'écrasement de l'un de ses appareils, soit les autorités saoudiennes tentent d'étouffer l'affaire. En examinant les restes du train d'atterrissage du vol 2120, les enquêteurs soupçonnent que les roues ne sont pas étrangères à l'écrasement. L'une des jantes de roue gauche a manifestement été rayée le long de la piste. Voici la deuxième roue récupérée sur le lieu de l'accident. On voit bien la section de la roue qui a été endommagée par l'abrasion.
On peut imaginer l'intensité de la chaleur générée par le frottement le long de la piste. La chance sourit à William Taylor sur le lieu de l'écrasement. Il trouve un indice qui pourrait faire avancer l'enquête. J'ai remarqué un bout de papier qui tournoyait par terre. Je l'ai ramassé. C'était une note écrite à la main. Il s'agissait d'une partie de la liste de vérification, celle concernant la pression de gonflage des pneus. La liste de vérification de maintenance indique que les pneus étaient gonflés à une pression normale. Mais ce qui n'est pas normal, ce sont les deux couleurs d'encre. Une seconde inscription est écrite par-dessus la première. Les données avaient été modifiées à un moment ou à un autre. C'était louche. On a expédié le document à la GRC pour vérifier s'il avait bel et bien été modifié. Une loi de l'industrie aéronautique interdit d'effectuer toute modification à un document. Les enregistreurs de données de vol et de conversation dans le poste de pilotage de l'avion ont été récupérés. Mais on ignore encore si les données ont survécu à l'intensité de la chaleur et à la violence de l'impact. On les a rapportés au Canada pour en faire l'analyse dans notre laboratoire. Les traces de pneus sur la piste fournissent quelques indices intrigants sur les circonstances de l'écrasement du vol 2120. Le train principal gauche avait laissé des marques de caoutchouc sur la piste au décollage. Les marques étaient visibles sur une certaine distance. Et ensuite, on voyait l'endroit où la roue avant intérieure du train d'atterrissage gauche avait perdu son pneu. Autrement dit, le pneu a éclaté et la jambe de roue est entrée directement en contact avec la piste. Grâce aux marques de caoutchouc sur la piste, Taylor conclut que deux pneus adjacents ont éclaté, provenant du train principal gauche de l'avion. What's that? Il s'agit d'une importante découverte, mais les enquêteurs ne savent toujours pas pourquoi ces pneus ont éclaté et comment leur crevaison aurait pu causer le terrible incendie. Les enquêteurs examinent les fragments de pneus retrouvés sur la piste afin de déceler des signes de défaut ou d'usure excessive. L'examen visuel montrait que la bande de roulement des pneus était encore acceptable. Les pneus étaient usés, mais en bon état. La découverte appuie la thèse de Nationaire. Il est possible que le DC-8 ait heurté quelque chose sur la piste, provoquant ainsi les crevaisons. À l'époque, les communiqués de presse du président de la compagnie déclaraient que les pneus avaient éclaté en heurtant des débris sur la piste. Malgré deux pneus crevés, le vol 2120 s'est envolé. Mais le lien entre les crevaisons et la tragédie n'est toujours pas établi. Okay, let's get squared away and see what we've got here, please. Au bureau de la sécurité des transports à Ottawa, on a réussi à récupérer les enregistrements du poste de pilotage. Mais au lieu de s'éclaircir, le mystère s'épaissit. L'enregistrement confirme que l'équipage se doutait qu'un pneu avait éclaté. Le pilote aux commandes est le seul qui a les pieds sur les pédales de direction pendant le décollage. Ce sont aussi les pédales de freinage. Il peut parfois arriver que le pilote touche les freins par inadvertance ou pour contrôler la direction. Je présume que le commandant a cru que son copilote avait appuyé sur les freins sans le vouloir. Il n'est pas rare que les pilotes décollent avec un pneu crevé. C'est moins dangereux qu'interrompre un décollage à grande vitesse. Les crevaisons étaient courantes à l'époque et elles le sont encore aujourd'hui. Le décollage se passe bien, l'avion poursuit son trajet et il atterrit à destination sans encombre. L'équipage de Nationaire finit par déclarer une urgence. We're declaring an emergency. We'll advise you of the
problem. We're declaring an emergency at this time. C'est à ce moment-là que le contrôleur aérien se rend compte de son erreur. Roger, I thought you were Southeast 738. Un autre avion en rapprochement avait des ennuis, et c'est à lui que le contrôleur aérien croyait s'adresser. Les enquêteurs se demandent si cette confusion a contribué à provoquer la catastrophe en retardant le retour du DC-8 à Jeddah. No, 34 would be better. We're gonna need time to get ready for the landing. Après avoir revu les transcriptions des communications avec la tour de contrôle et analysé la trajectoire de vol, il conclut que l'imbroglio n'a pas retardé l'avion de Nationair. Finalement, ça n'a joué aucun rôle dans l'écrasement. La question demeure donc entière. La crevaison peut-elle avoir provoqué le terrible incendie qui a anéanti un avion commercial en 10 minutes? Au laboratoire judiciaire de la GRC, les techniciens analysent le livret technique de maintenance du vol 2120 de Nationair. L'examen révèle que les inscriptions ont été écrites avec 2 encres différentes. Les données de la pression avaient été réécrites. Les données originales étaient de 140 à 200 kPa, inférieures à la pression requise pour assurer la sécurité. C'était évident que les données avaient été falsifiées. Tell me what the plan was for the tires. À la lumière de cette troublante information, les enquêteurs interrogent les derniers mécaniciens qui ont effectué des travaux sur l'avion. Ils apprennent que 4 jours avant l'écrasement, lors d'une escale au Ghana en Afrique, les mécaniciens ont voulu changer les pneus. Les bandes de roulement semblaient usées et la pression était basse. Les enquêteurs veulent en savoir davantage au sujet de la maintenance quotidienne chez Nationair. William Taylor est accompagné de l'expert des opérations, Larry Vance. On a d'abord examiné toutes les questions reliées aux opérations, notamment les facteurs humains. Tout ce qui concernait les opérations de l'avion nous intéressait. Taylor découvre que le changement de pneus n'a jamais eu lieu. Une télécopie provenant du chef de projet de Nationair à Jeddah a ordonné l'arrêt des travaux pour éviter que l'avion ne prenne du retard. Ils ont reçu une télécopie du chef de projet. Leur disant que certains passagers changeaient de transporteur. La pression leur a fait abandonner le changement de pneus. Ils se sont dit que ça causerait trop de retard. La télécopie ordonnait d'arrêter le changement de pneus, que l'avion avait déjà du retard et que le contrat risquait d'être résilié. Les mécaniciens ont suivi les directives en cessant les travaux. Nationair mettait de la pression sur ses employés. Personne ne voulait être responsable de retarder les départs. Au lieu de gonfler les pneus, un mécanicien modifie les données du livret pour laisser croire que la pression des pneus était bien réglée. Rien ne laissait croire qu'ils avaient ajouté de la pression aux pneus pour les gonfler de façon sécuritaire. Ils ont simplement trafiqué les données. 3 jours plus tard, l'avion a atterri à Jeddah avec les mêmes pneus insuffisamment gonflés. À 5 heures le lendemain matin, l'équipage est prêt pour la vérification avant vol. « 20 minutes avant le décollage, le mécanicien chef d'équipe Jean-Paul Philippe décide de faire gonfler les pneus. Il a attendu un long moment. Je crois que les passagers et les bagages étaient déjà à bord. L'avion était prêt à décoller quand il a finalement décidé qu'il fallait ajouter de l'azote. Les pneus des avions sont gonflés avec de l'azote et non de l'air. L'azote ne se dilate pas autant que l'air, tout en étant moins inflammable. Il a essayé de trouver de l'azote pour gonfler les pneus. Listen, I just need to top up 2 tires. That's it. Le mécanicien demande l'aide d'une autre compagnie aérienne. I just need to top up 2 tires.
Ils avaient des bonbonnes d'azote, mais elles étaient vides. Ça n'allait pas très bien. On nous a rapporté que le chef de projet a dit « Laisse tomber l'azote, on part sans gonfler les pneus ». Et ils sont partis. He's not a commercial pilot or a trained mechanic. Les enquêteurs concluent que le manque d'expérience du chef de projet a joué un rôle critique dans l'accident. Il prenait des décisions d'ordre opérationnel à la place de ceux qui avaient les compétences pour prendre ce genre de décisions, comme celle de permettre à un avion de voler avec des pneus sous-gonflés. C'était nouveau, et ça aurait dû nous permettre d'être mieux préparés et plus efficaces. Ironiquement, avec le recul, on constate que c'est l'inverse qui s'est produit. C'était une pression supplémentaire pour l'équipage. Dès qu'on décide de faire décoller un appareil qui a un problème, comme des pneus insuffisamment gonflés, le commandant doit être prévenu, parce qu'il est responsable de la sécurité de l'avion et de l'équipage. Mais dans le poste de pilotage, personne ne savait que les pneus n'étaient pas suffisamment gonflés avant le décollage. Selon moi, le mécanicien de bord ne se serait pas inquiété s'il avait vu que les données de pression des pneus avaient été modifiées. Il arrive souvent dans un carnet de route que les chiffres erronés soient biffés et changés. Avant de s'écraser en fauchant la vie de ses 261 occupants, le même avion a décollé et a atterri 7 fois avec des pneus insuffisamment gonflés. Selon les dossiers, le poids de l'avion était environ le même lors de chaque vol. Pourquoi les pneus ont-ils éclaté le 11 juillet à Jeddah? How long is that taxiway anyway? Les enquêteurs soupçonnent que la réponse se trouve à la fois dans la configuration de la piste et dans les températures extrêmes du désert. L'avion devait circuler au sol pendant 11 minutes en faisant plusieurs virages. Le parcours était très long avant même d'entreprendre la course au décollage. They taxied for 5 kilometers. The tires must have been burning up on the tarmac. Le train d'atterrissage principal du DC-8 est constitué de 2 bogies, un à gauche et un à droite, comportant 4 roues chacun. Il est important que la pression des pneus soit uniforme pour que le poids soit réparti également entre les 8 pneus. Quand la pression d'un pneu est trop basse, le poids total se répartit sur les autres. Ça a des répercussions sur l'essieu du pneu sous-gonflé. Avec les chiffres de masse et centrage, on a calculé que la pression requise ce jour-là était de 1261 kPa. L'enquête de la GRC a démontré que la pression d'un des pneus n'était que de 1068 kPa. Il manquait donc 193 kPa pour répondre aux exigences de sécurité, sans oublier les effets du long trajet sur une piste brûlante. En circulant au sol, les pneus ont le temps de chauffer, surtout ceux qui ne sont pas suffisamment gonflés, qui risquent de se déformer davantage. Une trop grande déformation ou une courbure excessive à cet endroit génère suffisamment de chaleur pour que le nylon commence à fondre et à se détacher. Le pneu finit par éclater. Ce n'est pas le pneu dont la pression était trop basse qui a éclaté en premier, mais son voisin. Le pneu sous-gonflé a éclaté à son tour. La jante de roue a frotté contre la piste. Quand la jante s'est mise à frotter le long de la piste, c'est devenu extrêmement chaud. Suffisamment chaud pour enflammer les pneus de caoutchouc. L'équipage s'est envolé dans un avion en feu qui s'est rapidement transformé en brasier. Dès que cet avion a décollé et qu'ils ont rentré le train d'atterrissage, leur chance de survie était à peu près nulle. Le feu allait se propager. Ils allaient s'écraser.
It's all over 10 seconds after they lift off. L'avion s'est envolé, ils ont atteint la vitesse ascensionnelle et ils ont rentré le train qui s'est glissé dans le logement de train en flammes. Malheureusement, le DC-8 n'avait pas de dispositif d'indication d'incendie qui aurait prévenu l'équipage d'un problème avec le train d'atterrissage dans le logement de train. Les enquêteurs ont identifié l'origine de l'incendie et la raison de sa foudroyante propagation. En se servant des restes du pneu et peut-être du fluide hydraulique pour s'alimenter, le feu n'a pas cessé de brûler dans le logement de train. We might be losing pressurization. Pressurization is uncontrolled. Next, this bundle of wires. Wiring for the spoiler light. Got a spoiler light. Fire's spreading fast. It's reached here, the main hydraulic line. We're losing hydraulics here. By now, the fire's reached the very top of the wheel well. It's eating through the emergency wheel brake. The air brake thing just broke. Then the fire hits the right wheel well, and this bundle of wires shorts out the flap slot light. Il y avait des fils électriques et du fluide hydraulique qui sont hautement inflammables. We got a flap slot light. Sans compter l'air qui se précipitait sur l'avion à 240 nœuds. Now, the fire breaches the wheel well, making its way up towards the cabin. Burning through the aileron controls on the first officer's side. Damn it! I've got no ailerons! Clearly, Un incendie dans le logement de train est extrêmement dangereux, en raison de tout ce qu'il contient. Les avions ont été conçus ainsi, et c'était efficace jusqu'à ce qu'un accident comme celui-là se produise et qu'on constate que ce n'était peut-être pas une bonne idée. Once it's burned through the main fuel tank here, it's all over. En sortant le train d'atterrissage, il n'avait pas la moindre idée de ce que ça provoquerait. Le feu avait endommagé la structure de l'appareil à un tel point qu'en sortant le train d'atterrissage, l'ensemble de l'avion s'est désintégré. The official accident report issued almost 2 years after the crash found the DC-8 was unfit to fly. Je ne crois pas que ceux qui ont pris ces décisions étaient conscients que c'était dangereux. Parmi les multiples causes de l'accident, le rapport mentionne l'absence d'équipement pour prévenir les incendies dans les logements de train et la décision de décoller avec des pneus insuffisamment gonflés. Les mécaniciens qui ont travaillé sur cet avion n'étaient pas pleinement conscients des risques liés à une pression insuffisante des pneus. Cet accident a entraîné plusieurs changements fondamentaux. Des détecteurs de fumée, d'incendie et de température dans les logements de train sont désormais obligatoires dans tous les avions. Et plus important encore, on enseigne à tous les équipages l'importance de la pression des pneus. Forget it. They want us to get going. Cette tragédie est en grande partie responsable de la faillite de Nationair en 1993. Je dirais que l'accident a été le début de la fin. La priorité de la production au détriment de la protection était la principale faiblesse de la compagnie. Oh, let me guess. No, we gotta go. On ne peut pas toujours demander aux employés de tourner les coins ronds et leur mettre de la pression pour respecter les horaires, tout en faisant passer les profits avant la sécurité. À ce moment-là, une catastrophe devient inévitable. C'est ce qui est arrivé avec l'écrasement de cet avion de Nationair.